il y a quelques milliers d'années. Donc, ce cerveau, c'est le même, et par contre, notre environnement a changé. Ce qui fait que comme notre corps, on a certaines fonctionnalités de notre corps qui ont perduré alors qu'elles n'ont plus forcément d'usage immédiat. On a comme ça des petits organes vestigiaux. Ben, on a aussi dans les mécanismes de notre cerveau des petites choses qui étaient faites pour les impératifs d'une époque lointaine où il fallait en gros survivre au quotidien et qui peuvent nous perturber aujourd'hui. C'est le cas par exemple du stress. Le stress, c'est une réponse physique à une menace physique. Aujourd'hui, on l'active dans des contextes qui sont a priori pas ceux de menaces physiques. Enfin, en tout cas, très souvent dans des contextes qui ne sont pas de menaces physiques. Et donc, ça peut aboutir à des choses un peu décalées, voire disproportionnées. Je vais vous en donner des exemples un peu moins douloureux, on va dire. Est-ce que j'imagine que vous voyez mon image, enfin les deux images, et notamment celle de gauche. Celle de gauche, vous voyez un alignement de chiffres et de lettres. Est-ce que vous voyez autre chose qui va au-delà de cet alignement de chiffres et de lettres? Est-ce que, par exemple, vous arrivez à un moment à le transformer en texte à peu près lisible et compréhensible? J'imagine qu'il peut y avoir des oui dans le chat. C'est Oui, tant bien. oui, Oui, il c'est y a des oui. essentiellement des oui. C'est seulement dit oui. Donc, vous pouvez lire que ce message est bien difficile à lire, mais votre cerveau s'adapte rapidement. Que fait votre cerveau là? Il est justement en train de fonctionner en utilisant des raccourcis, et notamment en utilisant une forme de système interprétatif. Notre cerveau, c'est un outil statistique qui reproduit des expériences, enfin, qui prend des décisions, qui interprète des informations en fonction d'informations passées. Et là, ce qui se passe, il voit quelque chose qui ressemble à un texte, ça lui est familier, donc il bouche les trous. Ça nous arrive dans plein de domaines. L'image de droite maintenant, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier dans cette image? Est-ce que Damien, c'est possible de me dire ce qui se passe dans le chat potentiellement? Alors là, les gens sont en train de réfléchir. Les gens réfléchissent. C'est Alors déjà une quelqu'un bonne. dit une tache marron sur une dent. Ouais, ouais, non, non, mais tout à fait, Voilà. tout à fait. Le monsieur, sur cette chose qui nous a l'air d'être un visuel dentaire, il y a même un petit truc Colgate en haut à Mmh. droite. On voit assez facilement que le monsieur a une tache sur la bouche. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Des personnes, notent aussi qu'une main a trop de doigts, effectivement. La main sur Voilà, l'épaule. exactement. En fait, votre cerveau, de la même manière qu'il est câblé pour aller interpréter les choses d'une certaine manière, mais il est câblé aussi pour traiter l'information avec des priorités, de manière sélective. Et donc, par définition, on va plutôt regarder les visages, on va regarder le centre de l'écran et on va regarder de manière secondaire d'autres choses, et notamment ne pas remarquer, voire ne pas du tout, ou alors dans un second temps, le fait que la dame a 6 doigts, ce qui n'est a priori pas prévu au programme. Ça, c'est la version un petit peu, donc c'était une version un peu ludique de ces phénomènes, enfin, de cette manière de procéder de notre cerveau qui, de temps en temps, nous fait des raccourcis un petit peu excessifs. En voici un autre exemple. Alors là, je vous fais des illustrations plutôt visuelles pour l'exercice, mais ça marche sur des choses qui sont plus du domaine du raisonnement. Vous voyez un échiquier avec une case A et une case B, vous voyez une colonne verte. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez de la case A et de la case B, en particulier leur couleur? Alors j'ai quelqu'un qui dit: «Aucune, les cases sont de la même couleur, l'illusion est mise en place par l'ombre de l'objet». Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a de l'idée. En fait, vous Quelqu'un devez a priori, et moi-même, hein, je vois deux cases de couleurs différentes. Là, je vois une case A foncé, une case B claire. Oui, alors c'est la certaines personnes disent même couleur et la plupart des personnes disent que c'est des couleurs différentes, effectivement. Voilà. On voit, et moi-même, hein, moi-même, avec connaissance de la réalité, je vois deux cases différentes. De fait, elles sont de la même couleur. Pourquoi? Parce que votre cerveau, je vous le redis, est un outil interprétatif, et là, il interprète plusieurs choses. Il interprète le fait que vous êtes sur un damier, un échiquier, et que vous devez a priori avoir des alternances de couleurs, donc il compense. Et puis, il compense également le fait que cette colonne verte est censée créer une ombre. Donc, forcément, il doit compenser la couleur. Voilà un autre exemple de la manière dont notre cerveau peut reconstruire, peut traiter, peut tordre un petit peu l'information. Et puis un dernier exemple un peu plus problématique. Vous avez là une autre forme de raccourci mental. Ça s'appelle un stéréotype. Un stéréotype, c'est notre capacité, à partir d'un minimum d'informations, à déduire des tas de choses. Là aussi, je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'évolution de notre espèce. C'est des choses qui ont pu avoir leur utilité il y a très longtemps, quand en gros il nous fallait au quotidien assurer la survie de notre espèce, donc notamment s'assurer de trouver des gens qui nous ressemblent, soit parce que c'est rassurant, soit parce qu'il faut se reproduire. Et par contre, notre monde a évolué, on a gardé d'une certaine manière ces stéréotypes, mais ils peuvent nous induire sur des chemins qui n'ont pas forcément à voir avec la réalité. Autre exemple, et là je bascule vraiment dans le champ du raisonnement. Vous avez ces deux objets, une batte et une balle, qui coûtent au total 1,10 €. Si la batte, pardon, coûte 1 € de plus que la balle, combien coûte la balle?
Ça réfléchit dans le chat. Ça réfléchit dans le chat. Et moi, alors, je ne vous cache pas que ça va au-delà de la réflexion, en fait. C'est même plus une question de réflexion. Moi-même, après avoir visionné ce sujet et traité cette question pendant longtemps, je continue encore à ne pas être dans le champ de la réflexion. Tout le monde dit 5 centimes. Ah, vous êtes trop fort, ça c'est la rigueur franc-comtoise et bourguignonne. Un être humain normal qui n'aurait pas été formé à Dijon, à Besançon ou assimilé aurait tendance à vous dire 10 centimes, parce qu'un euro et 10 centimes, ça fait 1 euro et ça fait 1,10 €. Et effectivement, non, la vraie réponse, c'est 1,05 € pour la balle et 5 centimes pour la balle. Le différentiel est de 1 euro. Mais en vrai, on aura une irrépressible envie quand même d'aller considérer que le deuxième objet coûte 10 centimes. Donc, on a ces biais qui peuvent être des biais de perception, des biais d'interprétation, mais aussi des biais de raisonnement, même si parmi vous, il y a des êtres de lumière qui arrivent à ne pas voir ça. Dernier exemple de ces biais de raisonnement, là, c'est plus une utilisation de ces biais par certains. Rappelez-vous cet endroit où les gens allaient avant la pandémie, les cinémas où certains tentent de pourrir la vie des autres en proposant la vente de pop-corn. Ces pop-corn, là, c'est une expérimentation aussi qui a été menée. Tout ce que je vous raconte là, en fait, c'est des choses qui ont été objectivées scientifiquement. Imaginons qu'on vous propose 2 options de pop-corn. Une de petit pop-corn à 3 €, l'autre d'un grand pop-corn à 7 €. Dans la grande majorité des cas, dans cette configuration, la plupart des gens opteront, enfin ceux qui achètent du pop-corn évidemment, pour le pop-corn à 3 €. L'option d'un pop-corn à 7 € avec cette configuration-là, il apparaît excessive, à la fois en quantité, mais surtout en prix. Par contre, si vous laissez ces choses-là à un spécialiste du marketing et qui va utiliser sa connaissance, même un peu bête et méchante des biais cognitifs, il va faire ça. Il va vous placer au milieu ce qu'on appelle un leurre, un decoy en anglais, un objet intermédiaire qui ne sert absolument pas à être vendu. Il sert juste à réagencer, on va dire, la configuration d'ensemble et à vous faire soudainement penser que vraiment, pour 50 centimes de plus, vous pouvez avoir une opportunité incroyable, c'est d'acheter un popcorn grand, beaucoup plus grand que le popcorn intermédiaire, pour un coût supplémentaire anodin. Voilà un exemple aussi de fonctionnement de notre cerveau et de la manière surtout dont certains peuvent le manipuler. Juste un gros point d'attention, ce que je vous ai décrit là, donc c'est le fonctionnement du cerveau de manière un petit peu rapide, un petit peu simplifié, pédagogique, pour dire les choses positivement, mais je ne veux pas, le but du jeu est que vous ne sortiez pas en vous disant que vous êtes un être biaisé, comme ça, dont le fonctionnement se résumerait à une quantité de biais, comme vous en retrouvez assez régulièrement dans les magazines. C'est des choses qui sont intéressantes à savoir, mais qui méritent d'être affinées, d'être relativisées, d'être contextualisées. Cette capacité à être biaisée, elle peut être dans bien des cas très, très, très positive. Elle nous permet vraiment, je vous dis, de faire de la sobriété énergétique au niveau du cerveau. Donc, il ne faut pas abuser de ces interprétations. Voilà, je crois, pour ma première partie. Je crois bien, non? Si? Oui, alors effectivement, on avait pensé à s'arrêter à cette première séquence s'il y avait des questions. Donc l'idée, c'est que si vous avez des questions, vous les posez dans le chat et ben, je les répéterai. Et si jamais il n'y a pas trop de questions pour l'instant, on poursuit et on aura plus de temps pour poser Eh des bien, très questions à bien, la très bien, suite. très bien. Voilà. Très bien. Je peux concevoir qu'à ce stade, vous vous demandiez, mais que font-ils avec ça au quotidien dans la chaleur de leurs administrations? On Et c'est laisse là, 1 minute aux gens éventuellement pour poser des ah bah, questions et allez-y, sinon on allez-y, enchaîne. Enfin, allez-y. 1 minute, voilà. En anticipant le fait, hein, très honnêtement, que je vais vous raconter, enfin, si vous avez des questions qui portent sur la manière dont on utilise ça, c'est ce que je vais vous raconter derrière, rassurez-vous. Je ne suis pas là juste pour vous parler de votre cerveau. Je pense qu'on peut continuer parce que je vois rien dans le chat. Donc les gens sont curieux et attendent la Ouais, suite pour poser des questions. ouais. Ou endormi, au choix, au choix. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là? Ben, je vous l'ai dit, il y a des gens, par exemple, du côté du marketing qui savent très bien ces choses-là et qui s'en servent, mais il y a des choses plus vertueuses qu'on peut en faire. On peut, sur cette manière dont on comprend le cerveau, faire des choses un petit peu plus fines, je vous le disais au départ, enrichir la manière de concevoir l'action publique, aussi bien la réglementation, la fiscalité, l'information, en faisant des choses qui sont un petit peu plus adaptées au cerveau. Voici un exemple, quelque chose qui a été fait. On est aujourd'hui sur une thématique assez récurrente d'éco-responsabilité et de sobriété énergétique. Voici aussi quelque chose qui a été fait maintenant, il y a je ne sais plus quoi, 15-20 ans à peu près, qui était une manière justement de sensibiliser les gens à la question de leur consommation d'énergie. Ça a été fait par un producteur d'énergie californien, ou Power pour ne pas le nommer, qui voulait sensibiliser ses clients à leur consommation d'énergie. Jusqu'ici, ils avaient un petit peu de mal à le faire, ça ne marchait pas trop. Et ils ont travaillé sur les factures, en essayant d'en faire un objet qui soit un petit peu plus pédagogique, qui justement
mobilise plus finement nos manières de penser et de traiter l'information, et en évitant juste d'envoyer des chiffres bruts et du texte. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé plusieurs leviers. Déjà, ils ont essayé de visualiser, rendre l'information un peu plus visuelle et de la hiérarchiser, notamment en permettant aux gens de se positionner par rapport à leurs pairs, par rapport à leurs voisins, par rapport à des voisins qui surtout avaient des pratiques énergétiques plus efficaces. Donc, avec la possibilité d'être un peu plus incitatif que la seule provision comme ça, la mise à disposition d'informations, mais alors en la rendant un peu plus pédagogique. Et ça a permis, pour une partie de la population concernée, vraiment de faire évoluer leurs pratiques énergétiques avec à la fois cette clarification de du type d'information, mais aussi c'est ça très très bien dans des pays anglo-saxons qui sont assez sensibles au côté communauté et collectif. Par contre, ça a eu un effet pervers aussi, c'est-à-dire que les gens chez qui avaient déjà des comportements éco-responsables, en tout cas de sobriété énergétique, ont pu se sentir un peu démotivés, ont pu considérer qu'ils faisaient plus d'efforts que la moyenne et que c'était injuste. Et à certains ont pu se retrouver à dériver un peu dans leur pratique. Et c'est là où ils ont rajouté une deuxième couche, on va dire, d'incitation un peu psychologique, à savoir avec des messages spécifiques de gratification, de remerciement pour les gens qui étaient déjà engagés dans des des pratiques plus responsables. Et derrière, vraiment, ça a permis de changer non seulement les comportements, mais même les résultats concrets en termes de consommation énergétique, parce qu'une fois que cette pédagogie était faite, derrière, il y avait des efforts qui étaient faits par les gens en termes d'équipement, et derrière, il n'y avait plus de nécessité forcément, quand un appartement, par exemple, changeait de propriétaire, de continuer cet effort de pédagogie, parce que les équipements dont l'appartement avait été doté étaient des choses qui fonctionnaient de manière très pertinente. Deuxième exemple comme ça d'une mobilisation de ces approches comportementales et donc de la prise en compte de la psychologie humaine pour traiter un sujet de politique publique, la sécurité routière, qui est vraiment un champ prédisposé à ces approches comportementales. Là, vous êtes à Chicago, sur le bord du lac Michigan, une route très connue des États-Unis, avec un point de vue magnifique et une zone particulièrement accidentogène du fait de cette vue, justement. Vous avez là un risque majeur qui a été traité par ces fameux leviers traditionnels de l'action publique que je vous évoquais, avec évidemment de la réglementation, il y a une vitesse limitée, avec évidemment des amendes, on n'a pas le droit de faire ceci ou cela et donc on est sanctionné, avec évidemment de l'information en mode pédagogique, attention, c'est pas bien de conduire vite. Mais ça ne changeait pas grand-chose, ça ne marchait pas forcément. Donc ce qu'on a fait, on a essayé justement d'aller voir comment les modes de fonctionnement un peu automatiques de notre cerveau pouvaient être utilisés. Je ne sais pas si vous voyez sur le bas de l'écran, il y a une zone de la route sur la gauche en particulier qui est hachurée. Précisément, elle est remplie de hachures qui se rapprochent progressivement. Et ces hachures qui se rapprochent progressivement, ça donne, de fait, indépendamment de toute forme de réflexion ou une sensation de vitesse, qui est interprétée en tout cas comme telle à notre cerveau et qui conduit de fait à ralentir. Et derrière, avec ces simples coups de peinture, on a pu aboutir à une baisse de plus d'un tiers de l'accidentologie dans cette zone. Donc voilà comment on peut aussi, avec des interventions assez simples, qui vraiment sont on va dire des déclinaisons pratiques de la compréhension dont fonctionne dont sont structurés nos comportements en fonction de notre manière de traiter une information, comment on peut faire des choses qui sont assez efficaces. Parce que les exemples que je vous ai donnés là, vraiment, j'insiste, c'est des exemples qui sont un peu spectaculaires et presque un peu trop faciles. Évidemment que notre vie ne consiste pas à mettre de la peinture sur des routes. On a des sujets de politique publique qui sont un peu plus complexes et qui nécessitent des interventions un petit peu plus construites que ça, mais je vous en donnerai quelques exemples. Concrètement, comment ces choses-là, donc, au-delà de ces quelques exemples, comment elles se sont intégrées à l'action publique? Derrière ces approches comportementales, ces sciences comportementales, vous avez fondamentalement une forme de remise en cause de l'économie classique, du modèle de l'homo economicus, d'un être présumé rationnel, qui est celui que considère l'économie néoclassique, un être qui fait des calculs coûts-bénéfices en permanence, qui passerait son temps à optimiser son utilité, la formule consacrée, quelque chose qui derrière est très structurant pour l'action publique, parce que c'est quand même ce modèle économique qui a derrière beaucoup de politiques publiques. Ça a été relativisé, surtout ça a été relativisé et questionné notamment par des approches psychologiques, notamment les travaux de quelques prix Nobel d'économie à chaque fois. Herbert Simon notamment, qui a développé l'idée de la rationalité limitée, avec l'idée que cet homo economicus n'existait pas et que la réalité c'était un être humain qui fonctionne avec un cerveau humain qui fonctionne en fonction de ses ressources, des ressources qui peuvent être limitées à la fois
par nos aptitudes, par des contextes, par quantité de choses qui font en tout cas qu'on ne peut pas considérer qu'un être humain, ce serait cette espèce de super ordinateur que considère la théorie classique économique. Ces choses-là ont été ensuite affinées notamment par les travaux de M. Kahneman et de M. Tversky. L'un des deux a également été prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman, qui ont notamment développé un modèle théorique, celui des deux cerveaux, système 1, système 2. Je ne sais pas si vous nous avez entendu parler, mais l'idée, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein, l'idée c'est plus un schéma de compréhension des modes de pensée. L'idée c'est qu'on aurait des modes de pensée justement réfléchis, puis des modes de pensée plus réflexes. C'est ces fameux modes de pensée automatiques que j'évoquais tout à l'heure. Ils ont beaucoup travaillé autour de l'idée, de la version, on va dire, négative de ces modes de pensée automatiques, à savoir les biais cognitifs. Donc, ils ont essayé vraiment justement d'aller plus loin dans l'affinement de cette réflexion sur les limites de la rationalité humaine. Ces choses-là ont aussi derrière été un peu nuancées par un monsieur qui s'appelle Gerd Gigerenzer, qui a justement voulu montrer, parce que derrière ces théories, il y a quand même des sous-textes politiques, qu'il ne fallait pas non plus condamner l'individu pour ces espèces de déviances, pour l'idée qu'il serait comme ça systématiquement biaisé, et que derrière ces biais, il y avait beaucoup de raccourcis mentaux qui justement étaient des formes de pensée automatique vertueuse. Et puis derrière, on bascule vraiment dans la sphère publique. Il y a deux messieurs dont vous avez peut-être entendu parler et un concept, ils sont en bas, là, dans la grande case rouge, M. Thaler et M. Sunstein. Richard Thaler, c'est un économiste qui a également été prix Nobel pour ses travaux en finance comportementale. Et puis M. Sunstein, qui est un juriste, lui. Ils ont développé la théorie du nudge. Le nudge, c'est l'idée qu'on peut, comme ça, en se basant sur ses connaissances du comportement humain, mettre en place dans l'action publique ou dans l'action privée, d'ailleurs, des modes d'incitation douce qui n'obligent les gens à rien, mais qui, en mobilisant leurs biais cognitifs ou leurs fonctionnements mentaux, peuvent permettre de favoriser un comportement qu'on juge vertueux, en tout cas du point de vue de l'action publique et de l'intérêt général. Et ces messieurs, ils ont eu un succès parce que justement avec ce concept de nudge, et puis derrière ce qu'ils ont appelé l'économie comportementale, en fait, ils ont mis en pratique justement une forme de raccourci mental, c'est-à-dire que sur des choses qui intéressaient plus ou moins les décideurs publics, parce que ça parlait de psychologie et de science et que c'était pas forcément, ça faisait pas rêver, ils ont mis dedans des mots plus économiques et que ça a beaucoup plus plu aux politiques. Et ça a plu notamment à Barack Obama, qui a embauché monsieur Sunstein pour prendre la tête, enfin d'abord pour travailler à sa première campagne présidentielle, et ensuite pour prendre la tête d'une agence fédérale, l'OIRA, qui est une sorte d'agence fédérale dédiée à la simplification administrative. Et puis derrière, ils ont continué avec un décret présidentiel d'Obama qui invitait les agences fédérales américaines à s'emparer des sciences comportementales, et puis la création d'une structure au sein de la Maison-Blanche. Après, ça s'est calmé de ce côté-là. Il y a eu un président suivant qui était un peu moins sensible à la cause scientifique, donc qui a mis un frein à ces choses-là. Mais ça a continué à se développer, notamment avec beaucoup de structures créées dans les pays anglo-saxons, en particulier au Royaume-Uni d'abord, sous le gouvernement Cameron, mais également au Canada et en Australie. Et puis, on peut intégrer un peu à cette approche un autre prix Nobel, française, elle, à savoir Esther Duflo, avec ses travaux sur l'économie expérimentale, parce que les sciences comportementales, c'est non seulement s'intéresser au comportement humain et à ses déterminants, mais c'est aussi prôner systématiquement l'évaluation par l'expérimentation. Et c'est ça que fait notamment Madame Duflo dans ses travaux. Au-delà de cet historique, juste une carte qui vous donne à voir aujourd'hui l'emprise mondiale, non j'exagère évidemment, l'implantation mondiale de ces approches comportementales, il y en a à peu près partout dans le monde, avec quand même des degrés et des natures diverses. Vous avez les pays anglo-saxons, où je le redis, c'est très développé, avec parfois même des équipes qui sont au sein des administrations de métiers, enfin, quand je dis de métier, sur des champs précis de politique publique, que ce soit l'environnement, la fiscalité ou autre. C'est le cas en particulier aujourd'hui, dont je le disais, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et un certain nombre de pays. Vous avez des équipes un peu plus transversales qui sont plutôt dans des postures gouvernementales ou assimilées, qui font des travaux un peu tous azimuts avec des petites ressources. La France fait partie de cette catégorie. Et puis, vous avez des institutions internationales qui sont traversées là-dedans, la plupart de l'Union européenne. La plupart ont des programmes dédiés à la diffusion de ces approches comportementales. Voilà pour le panorama d'ensemble institutionnel. Est-ce que ça vous inspire des questions? Non, non, mais n'a même pas. Non, je vous fais une pause alors qu'en fait, je n'avais pas prévu de pause à ce moment-là. C'est bien ça, Damien? Bah, maintenant qu'on a fait une pause, il y a plusieurs questions, donc on peut les aborder. Si des gens veulent, ils peuvent. Voilà. Donc, il y avait une question un peu malicieuse qui a déjà eu une réponse. Enfin, une réponse.
un collègue demandait si on baisse peu à peu la température ambiante, est-ce que mon cerveau consomme plus ou moins d'énergie pour achever le même niveau d'activité? Et quelqu'un a répondu que globalement, le corps consomme effectivement plus d'énergie pour maintenir sa température si la température est plus basse. Voilà. Voilà, bah, écoutez, lancez des débats entre vous. Après, de toute façon, l'invitation qu'il y a derrière ces approches, de toute façon, c'est à prendre tout changement d'environnement comme quelque chose qui va influencer le comportement. Donc, tout est intéressant et surtout, rien n'est jamais stable. On vient régulièrement nous voir pour nous demander des espèces de solutions à des problèmes, comme si on avait une sorte de catalogue de solutions. Non, nous ne sommes qu'une invitation à expérimenter et à capitaliser sur des connaissances. Et sinon, les gens s'étonnent qu'il n'y ait rien en Chine ou en Russie sur la carte. Non, honnêtement, il doit y avoir, il doit y avoir, il doit y avoir. Ça, c'est une carte qui a été faite par l'OCDE. On va dire qu'ils avaient moins accès aux données chinoises ou russes. Mais il doit y avoir, après, ils ne seront pas forcément… Là, ce que vous avez là, très honnêtement, c'est des institutions administratives qui se disent ces connaissances, ces méthodes doivent être utilisées pour faire une action publique. Voilà. Qui ressemblent davantage aux gens. Les usages, il peut y avoir d'autres usages de ces politiques publiques. Ici. Ah, hein. Je disais, il doit y avoir sans doute, et j'en suis même certain, des usages de ces méthodes dans d'autres pays, mais qui n'ont pas forcément la même vocation que la nôtre. Je reprends mon chemin. Il n'y a plus personne? Non, si, je disais juste aux gens, s'il vous plaît, de couper vos micros pour les nouveaux arrivants, parce qu'on ne peut pas les couper pour vous. Et oui, on peut reprendre notre route sur les sciences comportementales. Eh bien, reprenons. Alors, cette diapositive n'est vraiment pas à jour. Mon but maintenant, c'est de vous raconter comment ça peut se faire en vrai, ça peut se pratiquer en vrai. Cette diapositive n'est pas à jour parce qu'il y a eu quelques changements dans mon équipe. Mais en gros, pour mobiliser ces approches, on l'a fait donc dans le cadre de la DTP aujourd'hui, mais précédemment du SGMAP qui l'a précédé, dans le cadre d'une réflexion d'ensemble qui visait à se dire que donc pour faire des politiques publiques plus efficaces, il valait mieux les faire avec les gens concernés, qu'il s'agisse des usagers et des agents. Ça s'est fait avec d'abord des méthodes d'enquête aujourd'hui très banalisées, des méthodes d'enquête quantitatives, qualitatives, mais avec deux constats on va dire, de limites. La première limite, c'était que les diagnostics qu'on arrivait à faire étaient avant tout sur un registre déclaratif, et c'est là une des vraies forces des sciences comportementales, c'est d'arriver à creuser derrière les discours, les écarts potentiels entre les discours et les pratiques. Et l'autre intérêt de ces approches comportementales, je l'aurais dit, c'était la partie évaluation qui nous permet, dans les solutions qu'on identifiait, d'aller objectiver ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et pour faire ça, on le fait avec des gens dont c'est le métier. Il y en a un là-dedans qui est un peu un intrus, c'est moi. Le reste de mon équipe, c'est des gens qui sont issus des neurosciences ou de la psychologie sociale, des docteurs pour une partie, renforcés par deux types de ressources. D'abord, des experts avec lesquels on travaille dans le cadre d'un marché. À l'époque, je rêvais de travailler avec des chercheurs extérieurs, mais c'était d'une complexité extrême. Donc, on a dû se résoudre à mettre en place un marché qui nous permet de travailler aujourd'hui avec deux structures. Une, c'est le BIT, le Behavioral Insights Team, qui est en fait l'équipe qui s'était constituée au sein du gouvernement britannique et qui, depuis, est devenue une fondation indépendante. Et l'autre, c'est l'Agence d'innovation comportementale, qui est un consortium de chercheurs français, donc en sciences comportementales, économétrie et autres, qui regroupe des gens de l'ENS, de Sciences Po, de JEPAL, du CEPREMA, différentes structures. Et parmi ces structures, il y a l'ENS aussi qui nous fournit assez régulièrement de jeunes chercheurs, de jeunes stagiaires pour venir travailler avec nous. Donc voilà pour le cadre d'ensemble, le cadre technique dans lequel on travaille, un cadre qui s'appuie aussi sur des ressources financières. On a été candidaté successivement à différents fonds de financement pour pouvoir mettre en œuvre nos travaux. D'abord, à l'époque, le programme d'investissement d'avenir et aujourd'hui, le fonds de transformation de l'action publique. Et surtout, derrière ça, on a stabilisé une méthodologie avec un travail en 3 temps qui va sans doute rien bouleverser vu comme ça dans vos esprits, un travail à la fois de diagnostic, de compréhension d'un problème, derrière d'idéation, d'identification de solutions et puis derrière d'évaluation. Mais il y a quand même des briques spécifiques là-dedans qui font le charme de notre approche.
Sur la partie compréhension, le but du jeu pour nous, on a des administrations qui viennent nous voir généralement avec un problème, évidemment. On adorerait qu'elles viennent nous voir dès le départ de la conception d'une politique publique pour qu'on intègre le comportement de manière native. Ils viennent plutôt nous voir quand ils sont déjà dans le mur avec l'idée que les comportements des gens sont nuls. Donc, on s'efforce d'intégrer de comprendre vraiment leur politique publique en intégrant toutes leurs données réglementaires, techniques, financières, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on confronte ça au comportement humain concerné, c'est-à-dire qu'on les confronte à une chose principalement, des revues de littérature scientifique qu'on réalise, des revues de documentaires plus générales, où on essaie de voir ce que dit la science sur le comportement concerné par cette politique publique. Et si on sent qu'il y a des manques, si la littérature scientifique n'est pas très claire, ou alors elle est contextuelle, on fait des études spécifiques, qui peuvent être des études de toute nature, quantitatives, qualitatives, ethnographiques. En tout cas, on essaie d'avoir la vision la plus large et la plus claire possible du problème concerné. À partir de là, on a une sorte d'état des lieux, un inventaire de la politique concernée, qui donc Oui. peut des enjeux comportementaux, des enjeux psychologiques, mais qui est aussi l'occasion, très honnêtement, de faire ressortir aussi régulièrement d'autres types de problèmes qui seront financiers, qui seront techniques, qui seront juridiques. Une fois qu'on a fait tout ce travail d'état des lieux, avec nos partenaires, évidemment, on ne fait pas ça tout seul, on fait un travail de conception de solutions. Alors là, on part tous azimuts, potentiellement, on ne s'interdit rien. La solution, ça peut être un nudge, comme on l'évoquait tout à l'heure, une espèce d'incitation douce qui va tendre à faire évoluer un comportement, mais ça peut être aussi une évolution réglementaire, ça peut être une forme de communication pédagogique, tout dépend de ce qu'on a à disposition comme possibilité. Enfin, évidemment, tout dépend de l'impact, on s'intéresse à la solution la plus impactante, mais aussi à ce qui est faisable pour nos partenaires. On n'est pas là pour leur vendre du rêve, on est là pour faire quelque chose qui correspond à leurs besoins. Et puis, au passage, quand même, on se pose une autre question qui vient de temps en temps sur nos sujets, parce qu'il y a des méchants du marketing qui sont passés par là. On s'intéresse à la question de l'éthique, de ce qui est mis en place, à savoir, on s'efforce d'être vraiment sur des sujets qui, tant que possible, font consensus en termes d'intérêt général, avec des problématiques de passage à l'acte. Donc, on essaie vraiment de circonscrire à la fois nos sujets, mais aussi nos modalités d'intervention. Et puis, quand ça fait sens, au-delà de l'idéation, on va jusqu'au prototypage et on développe des types de solutions qui, je le redis, peuvent être de toute nature. Ça peut être une solution numérique, ça peut être plein de choses, ça peut être un objet. Et donc, derrière, j'ai un peu insisté là-dessus, on essaie d'évaluer. On essaie vraiment de tester les choses en situation. Et quand je dis évaluer, je parle de vraie évaluation. Je parle pas de ce que, généralement, on appelle dans les politiques publiques une évaluation, à savoir, on met le truc dans la nature et puis on voit ce que ça donne. Je ne parle pas non plus des évaluations a priori où on dit ça va faire ça, on présume que ça va faire ça. Je vous parle d'évaluations qui empruntent en fait la méthode scientifique et notamment celle des essais randomisés contrôlés. L'idée, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On le fait avec d'abord des volumétries de population assez conséquentes et puis aussi avec une population comparée, une population témoin et puis des populations test. Je vous donnerai des exemples derrière pour bien comprendre. Et c'est ça qui, pour nous, est on va dire, le deuxième vraiment moment fort comportemental. Il y a le premier qui est la compréhension, l'utilisation des connaissances, et cette deuxième étape qui est vraiment une occasion d'objectiver des liens de cause à effet et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, indépendamment d'autres paramètres. Et pour nous, c'est vraiment un préalable au déploiement, on va dire, grandeur nature des choses, sachant que derrière, il y a potentiellement nécessité de réamorcer la pompe, de recommencer la partie diagnostique. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, le comportement humain, c'est quelque chose qui peut s'user, qui peut subir des formes de fatigue, qui peut subir des formes d'habitude. Donc, il ne faut pas hésiter à re-questionner le diagnostic initial. Stéphane, avant qu'on passe aux exemples, il y a plusieurs questions qui portent sur le sujet que tu envisageais, c'est-à-dire des questions d'éthique. Les gens se posent la question de la limite entre les sciences comportementales, avec on va dire un côté positif, et le côté manipulation mentale, entre guillemets, vers lequel on peut glisser. Oui, bien sûr. Alors, il y a une époque lointaine où on n'avait vraiment pas de ressources, donc on a eu beaucoup de temps pour réfléchir à la partie éthique. C'était ça l'avantage. Clairement, le fait de s'intéresser à la psychologie humaine, c'est quelque chose qui nécessite une attention particulière. C'est quelque chose qui nécessite de faire attention et à la fois dans le choix des sujets, à la fois dans les modalités d'intervention. On se disait notamment à un moment qu'il y avait justement des attentions particulières à avoir selon le type de levier qu'on envisageait. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, les différences entre le cerveau, on va dire réfléchi, et le cerveau automatique, par exemple, c'est quelque chose qui invite à faire plus ou moins attention.
quelque chose où vous allez mettre en place un dispositif qui fait appel à la pédagogie, à la réflexion, en soi, on pourra considérer qu'il a une forme d'éthique en soi. Par contre, quelque chose qui joue plus davantage sur le cerveau automatique, c'est quelque chose où il faudra être un petit peu plus attentif. Après, il y a aussi les sujets qui déterminent les choses. Typiquement, mon virage tout à l'heure de Chicago, bah oui, effectivement, le dispositif mis en place, il fait appel au cerveau automatique. Je considère qu'il n'y a quand même pas un viol de l'intimité de la personne et que l'enjeu de vie ou de mort qu'il y a derrière, il peut mériter ce genre de choses. Mais je le dis très sincèrement, hein, je ne balaie pas ce sujet d'éthique. Au contraire, on passe notre temps à se battre là-dessus parce qu'on a dans cet univers des gens qui considèrent qu'on peut utiliser ces méthodes pour faire le bien des gens malgré eux. C'est vraiment pas notre éthique de travail et on la traite par différents angles. Déjà, je le redis, le choix des sujets, le choix des modes d'intervention, et un autre angle qui est quelque chose d'assez important, à savoir la publication systématique de ce qu'on fait. On n'est pas en train de vous faire du marketing public déguisé, on fait quelque chose qui est vraiment de la science appliquée, et tous les travaux, tout ce que je vais vous raconter en détail là, ils sont tous non seulement valorisés, mais publiés, y compris quand ça ne marche pas, sur le site de la DITP et accessoirement chez nos partenaires aussi, dans les administrations. Mais en soi, c'est un combat d'ailleurs, hein, et pas pour des raisons éthiques, mais parce que ça ne se fait pas forcément nécessairement dans les administrations, ou encore moins du côté politique, que de mettre en avant quelque chose qui éventuellement n'aurait pas fonctionné, ou alors qu'aurait mobilisé des choses qui sont en tout cas pas forcément connues. Mais on essaie vraiment de militer en ce sens. Et puis, il y a des sujets qui ne sont même pas forcément d'une sensibilité particulière, mais on considère qu'il y a nécessité d'être très, très, très attentif aux questions psychologiques. Il y en a un là-dedans, par exemple. Vous voyez, on a travaillé, je vais vous décrire un peu tout ce panorama, mais dans le lot, sur le sujet éducation, on a travaillé sur le sommeil des enfants. On a été sollicité par l'Éducation nationale, comment faire en sorte de sensibiliser les parents à la question du sommeil des enfants, à la fois d'un point de vue de la santé, mais aussi de l'apprentissage. Et on a fait même un travail très spécifique là-dessus avec l'Académie de Créteil sur les enfants de 6 ans ni réellement problématique. La solution a essentiellement consisté à essayer de construire avec les parents, avec les profs, des espèces de kits de communication et d'action pour aider les gens à avoir des pratiques un peu plus vertueuses. Mais ne serait-ce que parce que c'était un sujet qui entrait dans l'intimité familiale et puis qui accessoirement concernait des enfants en bas âge, on a sollicité un comité d'experts extérieurs pour s'assurer on va dire, non seulement de la robustesse, mais de la propreté de l'intervention qu'on souhaitait mettre en place. Donc, il y a une attention générale à ces questions d'éthique, un combat même qu'on mène très honnêtement, parce que je ne vais pas vous nier qu'il y a effectivement d'autres endroits, d'autres acteurs de ces choses-là qui font des choses un petit peu plus suspectes, mais on essaie vraiment d'être très, très, très attentif à ça, quitte d'ailleurs, quand on fait des fois un peu de transparence sur les projets, à les faire perdre un peu théoriquement en efficacité, parce qu'il y a des choses qui marcheraient mieux si elles étaient moins transparentes. Mais bon, ça ne fait pas partie de notre ADN. Je travaille avec des chercheuses, c'est des gens pour qui c'est viscéral même d'être transparent et de publier. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Alors oui, je pense que ça répond à une partie des questions. Alors, je pense que ça a répondu aussi à une question qui est arrivée par la suite, c'est que quelqu'un se demandait si malgré ces précautions, il n'y avait pas quand même un danger à terme à utiliser ces approches comportementales. Et alors la question qu'elle se posait, je ne suis pas très bien sûr de la comprendre, mais je la relis en tout cas. Cette situation n'est-elle pas à l'origine de la perte d'authenticité et de l'éthique? Alors j'imagine que c'est la perte d'authenticité de la question. Non, mais je redis, hein, je comprends les interrogations autour de ça, et je sais qu'après, il y a vraiment des contextes d'usage aussi qui peuvent changer les choses. Typiquement, je peux vous parler par exemple de mes homologues et collègues brésiliens. Je vous suis sûr que quand ils ont changé de président là-bas, ils se sont posé des vraies questions, quoi, et que l'utilisation de ces méthodes, selon les objets, elle peut viscéralement changer. Mais après, ceci dit, ça c'est vrai de toute forme d'action publique. Après, il y a un truc qui est encore plus dangereux pour moi et qui contribue vraiment à abîmer l'action publique et la relation de confiance entre les citoyens et l'administration, c'est le fait d'être pas efficace. Et pour ce faire, moi, j'insiste, hein, le but du jeu, c'est pas absolument de mettre des leviers psychologiques pour faire des choses aux gens. Mon but, c'est d'enrichir vraiment la fabrique de l'action publique, sa fabrique de départ, par l'intégration des questions de comportement qu'il y a dans chacun des sujets. Il y a des connaissances qui existent, il n'y a aucun risque à les utiliser pour concevoir des choses qui soient plus ajustées. C'est ça la vraie chose. Et le deuxième volet qui consiste à tester,
très honnêtement, là aussi, pour moi, je ne vois qu'une vertu, en tout cas que des choses qui peuvent concourir à une action publique plus efficace, à donc resserrer derrière un petit peu le lien de confiance entre les citoyens et puis les administrations, qu'elles soient centrales ou déconcentrées. Mais j'entends, et je ne vous cache pas que ben, oui, c'est même pour nous un petit combat qui peut fatiguer même dans nos environnements, dans nos environnements institutionnels. On a à chaque fois cette espèce de prévention éthique qui n'est pas quelque chose auquel on pense spontanément autour de nous. Typiquement, quand je vous dis qu'on travaille sur des sujets qui font consensus, dans les ministères, dans les gens avec qui on travaille, ils considèrent tous qu'à partir du moment où ils travaillent sur un projet, c'est qu'il est légitime. Voilà. Alors que pour moi, il y a des sujets qui certes sont légitimes politiquement, mais qui sont plus ou moins sensibles psychologiquement. Voilà. Donc on essaie de faire la part des choses systématiquement. Je vous fais quand même mon petit panorama de nos champs d'action. Donc, dans le champ gouvernemental, vous avez évidemment des choses sur lesquelles on se dit assez légitimement qu'il y a nécessité un petit peu de s'intéresser au comportement. C'est particulièrement vrai des questions environnementales ou des questions de santé. Et vous avez juste un petit échantillon de certains de nos travaux, des travaux qui, je le dis quand même, sont des travaux généralement de longue haleine, qui peuvent aller selon l'ampleur du diagnostic et surtout selon l'ampleur de l'expérimentation entre 3 mois et 1 an. C'est des choses le comportement, ça se mesure dans la durée. Dans le champ environnemental, concrètement, par exemple, on a conçu l'indice de réparabilité que vous devez voir derrière vos ordinateurs portables, par exemple, en tout cas s'ils ont été achetés il n'y a pas si longtemps que ça. On travaille sur l'éclairage nocturne actuellement, on travaille sur plein de choses, sur évidemment la sobriété énergétique. On a été sollicité par le ministère de l'Environnement pour voir comment faire en sorte que les agents publics aient des comportements plus éco-responsables. Et un principaux points de réponse, c'est qu'il faut avant tout, à ce moment-là, qu'ils aient de l'exemplarité en face d'eux. Psychologiquement, c'est la meilleure chose à faire. Dans le champ de la santé, il y a plein de sujets de prévention sur des problématiques de maladies diverses et prévention aussi sur la question des violences conjugales. On sort d'une collaboration avec la HAS pour essayer de faire en sorte que les médecins de ville détectent plus facilement des cas problématiques lors des visites médicales normales, avec une expérimentation qui a permis d'augmenter de 75% le taux de détection, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Le champ d'éducation, j'ai fait une catégorie générale, mais dans le lot, il y a notamment des travaux récents que vous pouvez retrouver sur notre site, sur la pratique sportive, sur l'incitation à la pratique sportive, mais aussi un travail très récent sur l'univers du jeu vidéo et les problématiques de haine en ligne. Non pas qu'il y ait un problème spécifique dans le jeu vidéo, il y a un problème général de comportement toxique et autres dans les univers virtuels. Et c'est quelque chose sur lequel, justement, les acteurs du jeu vidéo étaient plutôt partants pour travailler, donc on l'a fait avec eux. Et puis, il y a le champ social. On a beaucoup travaillé sur des problématiques d'insertion, notamment les jeunes décrocheurs dans les missions locales, voir comment essayer de faire en sorte de ne pas leur donner des objectifs qui soient inatteignables, à savoir trouve un emploi, mais plutôt atteins cet objectif intermédiaire, atteins le suivant, fais ceci, fais cela, pour des choses qui soient plus activables et plus gratifiantes. On travaille beaucoup sur le handicap, on l'a fait avec Pôle emploi pour inciter les entreprises à davantage s'intéresser aux travailleurs handicapés, mais aussi aux travailleurs handicapés à moins s'auto-censurer. On travaille avec les MDPH sur leur démarche et on travaille beaucoup sur le logement, à la fois sur des sujets de vacances locatives, sur le sujet des biens qui ne sont pas mis sur le marché locatif, essayer d'aider les collectivités à reprendre attache justement avec des propriétaires, avec des outils de communication simplifiés. Et puis d'autres problématiques liées aux expulsions locatives ou alors au système des pensions de famille. Je ne sais pas si vous le connaissez. Enfin, voilà. Et puis il y a le champ économique. Le champ économique qui est un peu notre point de départ, en France en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup travaillé au départ sur les démarches en ligne, notamment sur la télédéclaration. Et puis il y a un champ de l'économie qui me tient particulièrement à cœur. Vous l'aurez peut-être deviné au travers de certains de mes exemples. C'est celui de la protection du consommateur. Non seulement parce que, comme tout champ de politique publique, il a une dimension comportementale, mais spécialement parce que de l'autre côté, il y a des acteurs économiques qui connaissent très bien les choses que je vous raconte et qui peuvent s'en servir, soit de manière un peu maligne et pas franchement ragoûtante, mais parfois carrément malhonnête. Et on a travaillé sur un certain nombre de sujets comme ça avec la DGCCRF. Je vais vous en donner juste 3 exemples concrets. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'indice de réparabilité. Donc, comment donner corps à une directive européenne qui a invité les États membres de l'Union européenne à promouvoir l'économie circulaire et notamment la notion de réparabilité lors des actes d'achat.
Un travail qui a été fait avec un groupe de travail qui associe évidemment les administrations concernées, mais aussi les consommateurs, ainsi que certains nombres d'industriels, en particulier la FNAC et Darty, qui étaient très motivés sur le sujet pour des raisons d'avantages économiques, à être plus dans le qualitatif que dans le prix. Et donc, on a conçu, avec tout un ensemble de travaux, l'indice de réparabilité, qui est celui que vous retrouvez sur un certain nombre de projets aujourd'hui, et qu'on a testé à l'époque auprès de 140 000 consommateurs, avec différents types de tests en situation, en magasin, en ligne. Et puis avec à l'époque d'ailleurs un résultat un peu assez intéressant, c'est qu'à l'époque, dans les tests qu'on a fait, notre indice, il marchait bien, mais il marchait bien pourquoi? Parce que les gens achetaient moins. Alors, c'était évidemment pas l'intérêt des industriels, mais il se trouve juste qu'à l'époque, l'indice correspondait à la réalité du marché des ordinateurs, qui n'était pas forcément réparable. Donc, la note qu'on voyait, incitait plutôt à ne pas acheter, plutôt qu'à acheter des produits réparables qui n'existaient pas forcément. Donc, ça a conduit aussi à faire évoluer les pratiques des industriels. Deuxième exemple, très peu sexy, hein, très peu sexy, celui des démarches en ligne, notamment celle des URSSAF. Les URSSAF qui sont, comme plein d'autres administrations, invitées à passer sur des démarches numériques un peu systématiques, avec notamment le paiement des cotisations sociales qui faisait l'objet d'une obligation de paiement en ligne. Sauf que pour des raisons diverses et variées, il y avait à l'époque une bonne partie de leurs cotisants qui ne payaient pas en ligne, qui continuaient à payer par chèque ou en espèces, et notamment les auto-entrepreneurs. Donc, on a travaillé sur le sujet. L'idée de l'URSSAF au départ, c'était que les gens étaient un petit peu pas très malins, qui leur proposaient des services d'une incroyable qualité et qui refusaient d'y souscrire. On a fait le travail qu'on fait habituellement, à savoir aller voir du côté des auto-entrepreneurs, mais aussi du côté des agents. Et on a fait un diagnostic qui était un peu plus général que ça. Certes, il y avait des problèmes, des besoins de réassurance du côté des cotisants, des auto-entrepreneurs, qui tenait pour un mixte de méfiance vis-à-vis des URSSAF, mais aussi de méfiance vis-à-vis du numérique, et puis un sujet un peu plus général qui était que l'obligation légale n'était même pas identifiée. Et de l'autre côté, on avait une offre technique du côté de l'URSSAF qui était jugée a priori de leur côté très satisfaisante, mais qui posait quand même des vrais problèmes d'ergonomie. Donc on a fait évoluer cette offre, mais on a fait aussi évoluer un petit peu la perception des gens en utilisant une chose assez moderne, ça s'appelle un courrier. Un courrier qui, d'une part, était une synthèse vraiment très rapide et claire de l'obligation légale, et puis qui utilisait, avec différents groupes tests, comme je vous ai raconté, différents types de messages. Un qui était vraiment sur le registre de la norme sociale, expliquait qu'il y avait déjà plus de 80% de leurs pairs qui étaient convertis ou en ligne et qui étaient a priori satisfaits. Un deuxième qui rappelait un peu plus, on va dire, fermement l'obligation de payer en ligne. Et un troisième qui était plutôt un levier comportemental qu'on aime bien, qui est de l'aide à la planification, l'idée qu'il ne faut pas forcément dire aux gens, c'est ça l'objectif à atteindre, mais vraiment dire comment le faire. Et il y avait un petit bonus sur cette option qui était une sorte de faux post-it, qui était une sorte d'aide-mémoire symbolique sur le courrier. Et comme vous pouvez le voir en bas, sur les 15 000 personnes auprès de qui on a testé ça, il y a eu une progression significative pour chacun des leviers. Celui qui a le mieux marché, c'est celui qui était un peu, on va dire, sur un registre de feedback un peu culpabilisant. Ça ne veut pas dire que c'est systématiquement ce qui marche, ça veut dire que ça marchait dans cette circonstance-là, sur ce public-là. Et derrière la belle histoire, c'est non seulement que l'URSSAF a décidé de généraliser cette forme de pédagogie, mais aussi qu'ils nous ont demandé de venir un peu questionner leurs pratiques, notamment en matière de prise de décision, et on est venu leur faire des formations sur, on va dire, les biais de la prise de décision, notamment au sein de leur direction financière, et ça, en soi, c'est une victoire incroyable. Je vous en fais un petit dernier, parce que je vois que le temps file, mon Dieu, et puis qu'en plus, je ne vous laisse pas parler du tout. Un dernier exemple qui a trait à un sujet comportemental complètement contre-intuitif, le chauffage au bois. On a été sollicité à l'époque par le ministère de l'Environnement et précisément les services d'Île-de-France pour lutter contre une malédiction, à savoir la pollution atmosphérique liée au chauffage au bois individuel. J'insiste sur l'individuel et pas du individuel de nécessité, de l'individuel de confort. En Île-de-France, je dis bien en Île-de-France, vous avez un tiers des émissions de particules fines qui sont liées au chauffage au bois individuel de confort. C'est bien, il faut lutter contre les transports, l'industrie et autres, enfin, tous les problèmes liés à ça, mais il y a ça aussi. Et il y a eu quantité et quantité d'initiatives, de communication là-dessus, qui ont toutes échoué à convaincre les gens de changer leurs pratiques. Changer leurs pratiques, ça peut vouloir dire des choses simples, à savoir changer le mode d'allumage de son feu de cheminée, par exemple. C'est des choses pas forcément structurelles et lourdes. Et ce qu'on a fait, on a fait une expérimentation avec notamment des capteurs d'air qu'on a placés chez les gens pour leur donner à voir non seulement des communications, mais des communications qui correspondaient en fait à leurs usages individuels. Ce qui déjà permettait de franchir un cap supplémentaire en termes de pédagogie, parce que là, ils voyaient quelque chose qui était concret. Un des vrais problèmes sur les sujets environnementaux,
environnementaux, c'est la difficulté qu'on a à percevoir l'impact des choses. Je parle évidemment de l'impact de ce qu'on fait sur la forêt amazonienne, mais aussi l'impact de ce qu'on fait quand on allume un chauffage chez nous, je ne sais quoi. Donc là, on avait un impact très concret qui était corrélé entre le feu de cheminée que les gens pouvaient faire et la qualité de l'air intérieur chez eux. Et puis aussi un autre point qu'on a pu utiliser à ce moment-là, c'est voir qu'il ne s'agissait pas forcément de les convaincre par l'angle environnemental, mais plutôt par l'angle sanitaire. Que ça va en tout cas sur ces sujets environnementaux une sorte de co-bénéfice, en tout cas de passer par la case sanitaire. Voilà. C'était quelques exemples. Allez, j'en ai un dernier. Je vous disais que j'ai une passion pour la protection du consommateur. Ça, c'est un travail qu'on a mené avec la DGCCRF, qui a consisté en fait à se transformer en voleur. On a créé de toutes pièces un faux produit, une fausse cafetière, avec un faux site, avec toutes les manières d'exploiter les biais cognitifs des gens. Et honnêtement, derrière, j'aurais pu arrêter ma carrière et être riche avec la vente de ces cafetières. Sauf qu'en fait, derrière, on ne se contentait évidemment pas de ça. Derrière, on faisait différentes choses. On essayait de faire un peu de pédagogie. Il y avait un modèle pédagogique qui était proposé aux gens qui avaient fait cet achat qui n'était pas abouti, soyons clairs, mais pour leur permettre un petit peu de comprendre comment fonctionnait ce type d'arnaque, ce type de choses, avec quelque chose qui se voulait pédagogique et plutôt efficace, mais avec, pour ne rien vous cacher, un terrible constat, c'est qu'on a refait le même test avec un autre produit derrière sur les mêmes populations et qui retombait exactement dans les mêmes penchants, dans les mêmes travers. Donc, le constat derrière, c'est surtout une invitation à nos camarades de la DGCCRF d'être vraiment plus que protecteurs sur ces sujets, parce qu'on a notamment des populations fragiles qui, là-dessus, sont très, très exposées et qu'il faut essayer de protéger par tous les moyens possibles. Voilà, bah, écoute, on continue à travailler sur plein de sujets. J'avais en tête de vous faire une petite deuxième partie sur quelque chose qui peut… Bon, il y avait une partie pour l'éthique, mais je vous ai déjà dit ce que j'avais à vous dire sur l'éthique. Derrière, il y avait un petit focus sur les enjeux de simplification, mais je veux plutôt essayer de consacrer les 5 minutes qui nous restent à des questions. S'il y en a, sinon je fais la simplification en 3 minutes, moi. Non, bah, merci Stéphane. On va répondre aux questions parce que j'en ai noté quelques-unes. Et puis de toute façon, si les gens ont d'autres questions, je pourrais les relayer, hein, pas de problème. D'accord. Alors, il y avait une question qui effectivement que je me posais moi-même. On voit que c'est vraiment une approche de méthodologie scientifique et les personnes se posaient la question de savoir, sans être chercheur soi-même ou accompagné par des chercheurs, est-ce qu'on peut s'approprier cette démarche pour la mettre en œuvre ou vraiment est-ce qu'il faut être en capacité d'être accompagné par des experts du domaine pour la mener de façon correcte, quoi, compte tenu de tous les problèmes qu'on a évoqués? C'est le point important. Au-delà de ce que je peux vous raconter sur le fond, c'est le vrai point fondamental. Et d'ailleurs, très clairement, moi, mon objectif, c'est de diffuser ces approches. C'est pas de les pratiquer. Voilà. C'est pas mon univers de référence, d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Je viens de plein de choses, mais pas de ces choses-là. Je les ai découvertes et apprises par hasard et opportunité. Aujourd'hui, on travaille dans le cadre d'un marché et demain, on est censé mettre en place un marché interministériel qui permettrait donc à d'autres administrations de s'emparer de ces choses-là. Je ne vais pas vous vendre du rêve, clairement, pour moi, il s'agit de mobiliser des experts qui existent déjà, soit dans des structures privées qu'on pourra, j'espère, mobilisé par le fameux marché que je vous raconte, qui devrait m'être mis en place en 2023, soit, et je réinsiste là-dessus, en travaillant avec des organismes de recherche. Il y en a chez vous, il y en a ailleurs. Après, je ne vais pas vous dire que c'est facile non plus, parce qu'il y a des obstacles à la fois techniques, juridiques, mais aussi culturels, avec notamment des rapports entre la recherche et l'administration qui ne sont pas toujours faciles, très honnêtement. Mais la réalité, oui, c'est que c'est quand même des expertises, mais il m'arrive assez régulièrement, de manière honnêtement très officieuse, d'être sollicité par des services déconcentrés, des collectivités locales, et de les flécher vers des petites structures qui savent à peu près travailler sur ces choses-là. Je pense en particulier à des enjeux de transition écologique ou des enjeux de fonctionnement RH, parce que c'est des choses vraiment qui sont des applications très concrètes des sciences comportementales aussi. Je ne vais pas vous dire, ce n'est pas mon rôle, et d'ailleurs je me mets presque en porte-à-faux en vous fléchant des choses, mais on peut s'improviser spécialiste en sciences comportementales en quelques heures ou quelques mois, mais je vous le redis, mes collaboratrices, c'est des docteurs en neurosciences. Après, il y a des gens qui vous promettent ça, mais personnellement, je ne le fais pas. Je ne le fais pas et je ne le prône pas. Ça permet au mieux de faire ces fameux trucs un peu manipulatoires, un peu bêtes et méchants qu'on retrouve dans des magazines improbables. Voilà. Mais par contre, il y a des manières de faire, oui.
Et question subsidiaire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collègues des collectivités qui assistent à la visio. Mhm. Concrètement, si j'étais une collectivité ou un représentant d'une collectivité, à qui je peux m'adresser pour trouver les bonnes adresses, en fait, a priori, Non, mais vu que c'est... on peut avoir ces échanges de manière bilatérale et je peux expliquer des choses. Après, les collectivités, on les pratique déjà aussi, mais généralement dans le cadre, on va dire, il y a une époque lointaine où on travaillait avec des collectivités, hein, pour être très très clair, c'était le cas. Bon, notre doctrine d'intervention a évolué, donc ça s'est atténué. Par contre, il arrive régulièrement qu'on en ait dans le cadre de nos projets. Dans le cadre, parce que nécessairement, en fait, quand on travaille avec un ministère, une administration d'État, il y a forcément un moment où on a besoin de terrain, des terrains pour nos diagnostics, nos terrains pour nos expérimentations. Donc, généralement, on a à ce moment-là des collectivités qui sont dans la boucle et qui sont très souvent amenées par nos administrations partenaires, mais il y a des fois, de temps en temps, où on a des gens qu'on connaît, qu'on pousse sur certains projets. On travaille aujourd'hui, par exemple, sur l'éclairage nocturne. Ben oui, il y a évidemment des collectivités avec lesquelles on travaille là-dessus, mais jamais, jamais aujourd'hui, en tout cas, en tête-à-tête. C'est forcément un minimum un partenariat tripartite avec une administration d'État centrale ou déconcentrée qui nous sollicite au départ. Mais ça n'empêche pas, je le redis, hein, moi j'ai des collectivités aujourd'hui qui m'ont sollicité, que j'ai réorienté vers d'autres acteurs qui proposent des choses intéressantes pour elles. D'accord, merci. On avait 2 questions qui étaient moins sur le fonctionnement, mais peut-être plus sur le fond. Une Oui. personne demandait, la capacité des sciences comportementales, à éventuellement, aider les gens à déconstruire des prénotions, donc pour pas dire préjugés, voire faire évoluer le regard sur certains sujets. Est-ce que c'est mobilisé dans ce sens-là, des fois? Oui, ben, ce que je racontais tout Mmh. à l'heure sur les URSSAF, hein, sur la manière de vraiment d'inviter, de permettre à leur direction financière de questionner leur mode de prise de décision, leur analyse de leur sujet, leur biais cognitif interne, c'est quelque chose qui s'inscrit dans cette logique. Et si vous avez envie de lire et une possibilité de lire un peu en anglais, nos camarades du BIT, donc avec qui on travaille, avaient commis il y a quelque temps un rapport justement sur les biais des décideurs, les décideurs publics. Voilà, c'est des choses sur lesquelles qui sont également assez documentées et assez intéressantes. Et il y a un travail spécifique qu'on mène aujourd'hui qui se relève un peu de ça, dans le cadre des fameuses, enfin je ne sais pas fameuses ou pas, j'en sais rien, mais politiques prioritaires du gouvernement qu'on accompagne pour certains. Il y a toute une réflexion, tout un travail autour des indicateurs notamment. Et cette logique même des indicateurs, c'est quelque chose sur lequel on est sollicité un peu pour justement pour voir comment cette volonté d'objectiver les choses de manière notamment quantitative peut être biaisée et donc peut aussi être améliorée. Voilà. Je vais Ouais. juste vous mettre vite dans le Mmh. chat. Allez, je vous mets dans le chat mais des choses, j'espère, potentiellement un peu utiles. Un lien vers globalement notre page sur le site de la DITP. J'aurais pu vous dire de chercher, mais c'est la meilleure manière que vous la trouviez jamais. Un deuxième lien plus spécifique sur la simplification. C'est ce que je voulais vous développer dans un second temps. Il y a vraiment un intérêt à mobiliser ces sciences comportementales et leur volet cognitif sur la manière de concevoir des communications administratives plus claires et plus efficaces. Donc, il y a tout un ensemble d'outils qu'on a développés là-dessus, que vous pouvez aller utiliser, fouiller, tout ce que vous voulez. Il y a des guides, il y a des vidéos, il y a plein de choses. Et dans le lot, je vous ai mis un cadeau pour Noël, le jeu de l'approche comportementale, qui est un serious game qu'on a développé, qui ne va pas régler vos problèmes en tant que tel, mais qui est une manière de sensibiliser à l'utilisation de ces méthodes dans la sphère publique. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, parce qu'effectivement le site de la DTP est très riche, mais il est tellement riche qu'effectivement des fois c'est compliqué de retrouver ces petits, Le site est à l'image de la DTP et de l'administration, c'est une sédimentation. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a répondu à la plupart des questions qui sont posées dans le chat. Quelqu'un demande si je peux Sur renvoyer les... les liens sont dans le chat, je les ai mis dans le chat, mais au pire, je pourrais les réadresser derrière à nos organisateurs s'il le faut. Ouais, alors je vais les copier, puis je vais les mettre de côté. Ouais, On essaiera de les renvoyer à tout le monde. ouais, bah, je vous laisse faire un paquet Hmm. pour les participants ou autres. Voilà. Ouais. Et voilà, les gens Désolé, disaient merci. j'étais dense, voilà, voilà, je ne sais jamais m'arrêter, mon Dieu. Voilà. Et Non, là, mais c'est le mois de on a l'innovation fait. publique, donc je ne vous cache pas que voilà, voilà. Ah mon Dieu, vous êtes dans le lot des outils, parce que j'entends la volonté d'avoir des choses pratiques. Vous avez notamment un guide qu'on avait fait qui s'appelle Les sciences comportementales se mettent au boulot, qui est vraiment une déclinaison un peu justement sur les enjeux RH,
de quelques préceptes de sciences comportementales et cognitives, avec notamment des choses qui ont trait à la manière dont l'évolution des outils numériques change les comportements et invite aussi bien les agents, les managers et autres à faire évoluer leurs pratiques, avec des choses pratiques, hein, j'insiste. Et voilà, et vous avez tout ça. Eh ben, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup à tout le monde Merci à d'être vous. venu parce qu'on était quasiment 100 personnes à un moment. Donc Bah, tant mieux. voilà, ça a intéressé beaucoup de monde. Merci Tant beaucoup. mieux. Merci à tous et bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée.